Merci, bonjour à tous. Merci au comité de me permettre de parler du NGS dans les hémopathies lymphoïdes. Quand on m'a proposé ça, j'ai dit mais bien sûr, il n'y a pas de souci, on en séquence 500 par an, ça va être un jeu d'enfant. Et au final, quand j'ai fait le topo, je me suis rendu compte que ça allait être un tout petit peu plus compliqué parce que effectivement, c'est quoi la place aujourd'hui du NGS dans la prise en charge des hémopathies lymphoïdes? Pour commencer, j'aimerais simplement vous poser une petite question. On a 3 personnes là-dessus. Glenn Close en haut à gauche, j'ai envie de dire c'est peut-être la plus connue, celle qu'on va réussir à reconnaître. En haut à droite, on a un monsieur barbu, c'était à peu près en 2007-2008 que cette photo a été prise. Je vous aide, il s'appelle monsieur Venter, Craig Venter. Et en bas à droite, on a un prix Nobel de physiomédecine 1962, monsieur Watson, le copain de monsieur Crick, découvreur de la molécule d'ADN. Qu'est-ce que ces 3 personnages ont en commun? 2 hommes, une femme. C'est que ces 3 personnes, en fait, se sont toutes fait séquencer leur génome. Mais si on regarde le tarif que ça leur a coûté, si on regarde le prix qu'on a dû mettre en place en 2007 pour séquencer un génome humain, 100 millions de dollars. En 2008, M. Watson, il a dit moi, prix Nobel, je vais filer mon ADN et on va pouvoir me le séquencer parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que je suis très intelligent et qu'on va enfin trouver des polymorphismes pour sauver la planète. Ça lui aura coûté que 1 500 000. Et Mme Glenn Close, je pense par une petite lubie personnelle, a dit moi, pour 50 000 dollars, je suis capable de le faire en 2010. Donc ça veut dire qu'en 3 ans, on a perdu plus d'un log, enfin plus de 3 logs, pardon. Et aujourd'hui, on a d'autres actrices, bien évidemment, qui y vont, mais nous aussi, on pourra y aller pour environ 1 000 €. Aujourd'hui, on est capable de séquencer un génome pour 1 000 €. Et ça a été dû à quoi? Ça a simplement été dû à l'arrivée d'une nouvelle technologie de séquençage. Et en fait, le NGS, c'est juste une techno. C'est un automate avec un processus biologique derrière pour aller séquencer. Et en 2010, bien évidemment, tous les hôpitaux se sont dit chic, 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 on va pouvoir guérir l'ensemble des pathologies, l'ensemble des maladies, on va séquencer tout le monde, ça coûte plus rien, c'est rapide, c'est pas cher, donc on va y aller. Qu'ont fait les hôpitaux? Ils y sont effectivement allés. Alors avant que les hôpitaux y aillent, je vais quand même juste vous rappeler un tout petit peu quel est le principe. On part d'une cellule, en règle générale on l'espère pathologique, pour mettre en évidence des mutations somatiques, et on va en extraire l'ADN. Et cette cellule, ça peut être une cellule fixée, non fixée. Aujourd'hui, on est capable de travailler sur tout. Ça veut dire du sang, de la moelle, mais aussi des tissus passés par la nappate en FFPE. On va simplement s'amuser à découper en petits morceaux cet ADN génomique, grâce à des enzymes de restriction, on va couper, ploc, 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 et on va rajouter aux extrémités gauche et droite de ces petits morceaux d'ADN, ce qu'on appelle les extrémités 5' et 3' d'une molécule d'ADN. Alors, c'est là. Non, c'est là. Aux extrémités 5' et 3', des petits marqueurs moléculaires. En gros, ces marqueurs moléculaires vont me permettre de dire ça appartient à tel patient et ça vient de tel type cellulaire. Jusque-là, c'est facile, ça se fait dans des petits tubes et on est capable de le faire assez facilement maintenant. Deuxième point. Effectivement, ça bouge dans tous les sens, c'est bon. Deuxième point, le génome, c'est sympa, mais ce n'est pas forcément tout de suite ce dont on a envie. Parce que déjà, quand en ce moment, on vous balance un compte-rendu avec 20 gènes, mutés ou non, vous êtes en train de nous dire « super, j'en fais quoi ?» Donc, on a décidé, grâce à des petites sondes, d'aller simplement pêcher les gènes d'intérêt. Gènes d'intérêt, on vient d'en entendre parler en long, en large, en travers, ATM, BIRC3, TP53, NOTCH1, NOTCH2. Donc bien évidemment, c'est ce que l'on va faire. Et vu que c'est facile, rapide et pas cher, on est aussi capable maintenant de pooler nos différents patients. Donc ça veut dire qu'on est capable, dans un même run d'analyse, dans une même analyse, d'aller identifier plein de mutations chez plein de patients différents. Celle-là, je vais quand même vous la passer. Comment ça se passe? C'est simplement, on a notre molécule d'ADN génomique initiale, et on va simplement prendre des photos
en faisant une synthèse de type Sanger, ni plus ni moins. Et on va prendre des petites photos qu'on va aller empiler. Et ensuite, on va jouer à ce qu'on appelle une bataille navale, c'est qu'on va aller regarder les différentes couleurs aux différentes positions sur une cellule de séquençage. Donc en gros, on a ce type de photo autant de fois qu'on aura séquencé des bases. Ça, c'était juste pour vous dire, la biologie, ça sert quand même un tout petit peu à quelque chose, parce que si on vous envoyait directement ça sur les comptes rendus, vous seriez encore moins content. Par contre, ce qu'on a tous été capables de faire derrière, c'est de sortir des papiers, parce qu'on a été capable de séquencer depuis 2010, et bizarrement, on est capable de cramer des NOJM une fois par an avec des hémopathies malignes, mais je vous en ai juste mis quelques-unes d'intéressantes. Les toutes premières, ça a surtout été du myéloïde, la grosse cavalerie, les syndromes myéloprolifératifs, myélodysplasiques, les LA, bien évidemment séquencés en long, en large et en travers. Mais d'un autre côté, c'est aussi grâce à ce NGS qu'on a sorti la mutation BRAF pour les hérisselles leukémia. Ça fait que 11 ans, 2011. Si on regarde MYT88, 2012. Donc ça veut dire que le marqueur moléculaire diagnostique de la Waldenström n'a que 10 ans. On a aussi été capable de sortir des profils plus génériques qu'on continue à générer des points SIGAPS. Donc tout le monde est très content, les hôpitaux sont très contents, on a acheté des séquenceurs, on crame des points SIGAPS, ce qui fait que finalement, même nous qui faisons un petit peu de lymphoïde avec Luc, on s'est dit on va aller publier dans le myéloïde parce que ça m'a l'air d'être assez sympa. Résultat, au niveau du myéloïde, aujourd'hui, lorsqu'on regarde les guidelines, j'ai envie de dire la place du NGS, elle n'a plus à se poser comme question. C'est d'emblée, syndrome myélopro, myélodysplasique. On est même en train de se dire sur une PV simple, JAK2 c'est bien, NGS c'est mieux, allons direct au NGS. On est tous très contents avec ça. Mais là, pas de bol, on m'a demandé qu'est-ce qui se passe au niveau des lymphomes. J'ai commencé par regarder les lymphomes B, j'ai donc ouvert ma Bible, les recos du NCCN. Et là, je suis tombé de ma chaise parce qu'en fait, je me suis dit, mais zut, il n'y a vraiment pas grand-chose. Et en gros, les lymphomes B dans le NCCN, la seule chose qu'on peut avoir, c'est un tout petit peu la LLC, avec TP53 et le statut mutationnel des immunoglobulines. Et à part ça, il n'y a pas besoin de séquençage. Le reste, c'est superflu. C'est superflu, et donc effectivement, c'est ce qu'on a tous en clinique. TP53 muté, oui, non. IGVH muté, oui, non. FIT, pas FIT. Si TP53 muté, IBRU. Si TP53 pas muté, en fonction de l'état de mon patient, soit une petite chimio de type FLUIDA, soit de l'IBRU. Mais bizarrement, pendant toutes ces années, et quand on regarde dans les annexes de ces fameux NCCN, on trouve malgré tout qu'on a séquencé et on remet en évidence, on arrive à mettre en évidence quand même des profils de réponse. Et des profils de réponse un petit peu différents avec des gènes plus ou moins impliqués qu'on a déjà entendus, à savoir BRCA3, où on sait qu'on va effectivement avoir normalement une résistance à la chimio. On sait aussi que quand on est en DEL11Q et ou mutation d'ATM et ou mutation de Notch et ou mutation de SF3B1, en règle générale, nos patients vont avoir une progression free beaucoup plus courte que si on n'avait pas ces mutations. Et à l'inverse, lorsque l'on n'a pas de mutation observable sur des panels NGS d'au moins ces 6 gènes, on va pouvoir se dire qu'effectivement, on n'a pas d'impact sur la prise en charge du patient. Mais effectivement, je n'ai pas, moi, aujourd'hui, avec mes mutations, muté SF3B1, ouais, ok, mais je ne vais pas le traiter pour autant. S'il ne progresse pas, si je n'ai pas besoin d'aller le traiter, je ne vais pas y aller. Et donc aujourd'hui, on a vraiment une vraie difficulté de lien entre tout ce qu'on va cracher au niveau du NGS et ce qui va être utilisable dans la routine. Et ça a été confirmé, en fait, par ce qui vient de sortir, donc c'est la nouvelle WHO, classification des hémopathies malignes, en 2022, et où effectivement, on est en train de dire, c'est génial tout ça. On a effectivement la possibilité de mieux classer, de mieux classifier, de mieux stratifier nos hémopathies, mais malheureusement, à ce jour, on est uniquement sur des études de type rétrospective, et avant de pouvoir effectivement prendre ça en compte et mettre ça en marche réellement dans la prise en charge des patients, on va devoir aller vers les études
prospective pour valider ces différentes catégories. Donc cette catégorie dite bas risque, faible risque, intermédiaire, high risk, very high risk. Si on prend ce qui se passe maintenant au niveau des lymphomes de la zone marginale, on remarque là aussi qu'on a toute une série de gènes qui sont séquencés plus ou moins en routine et qui ont potentiellement des impacts sur des résistances soit à l'IBRU, soit à la chimiothérapie, et qui devraient effectivement pouvoir être prises en charge au niveau, intégrées dans la prise en charge au niveau thérapeutique. Là aussi, je vais regarder la WHO 2022, lymphome de la zone marginale. Le séquençage, c'est effectivement très très intéressant, uniquement pour le diagnostic, et encore, à ce jour, il n'y a pas de marqueur des lymphomes de la zone marginale. On a parlé du manteau, donc bien évidemment, je suis allé regarder aussi ce qui pouvait se passer au niveau du manteau. On a toujours parlé de TP53, CDKN2A, CDKN2D, etc., etc. Notch 1, Notch 2, qui viennent de vous être présentés par Delphine. Et là, de la même manière, TP53, ça, je pense qu'aujourd'hui, on est tous convaincus, mais au-delà de TP53, il n'y a pas de salut. Dernier point, parce qu'on m'a demandé de parler des lymphomes, je suis allé regarder dans la WHO au niveau du T. Le seul qui parle de NGS et de séquençage à haut débit, ce sera juste pour les T-helpers folliculaires, avec à ce moment-là le séquençage des gènes ROA et d'IDH2, qui pourront là aussi aider au diagnostic. Mais j'ai envie de dire, ça, c'est des questions de biologistes. Dis-moi ce que c'est du T, on est déjà bien content, etc. Ce qui fait qu'on se retrouve un petit peu sur une ligne de crête. Alors, c'était le temps du Covid. Attention, ça commence à craindre, je suis assez d'accord, mais on maîtrise. Et si on regardait ça de façon peut-être un peu plus clinico-biologique, j'aurais tendance à dire que le clinicien, il pourrait me dire que ça va coûter un pognon de dingue, que ça sert à pas grand-chose, et que file-moi mon BRAF ou ma cycline D1, j'ai mon diagnostic, je sais prendre en charge mon patient avec la bonne thérapeutique. Et moi, j'ai envie de dire, en tant que biologiste, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que moi, en tant que biologiste, déjà, ça va me permettre de mieux diagnostiquer. Donc ça veut dire que je vais te donner quand même un résultat un petit peu plus costaud. Et je me souviens, quand je suis arrivé, il y a longtemps maintenant, au CHU, il y avait des fois où on disait lymphome à petite cellule, non otherwise specified, et encore, ça c'était quand on mettait NOS derrière, et sur lequel on disait, super, ça m'aide vachement. Et aujourd'hui, je pense qu'on est quand même un petit peu plus fort, je pense qu'on est capable de classer et de diagnostiquer correctement l'ensemble des entités de l'OMS, à peu près tout le temps, et que pour ça, la biologie moléculaire a quand même apporté pas mal de choses. Et pour rappel, un run NGS ou Exome, 1 000 €, c'est 4 jours d'IBRU pour un lymphome du manteau. Je pense que c'est peu raisonnable. Et donc ce qui fait qu'en fait, ce topo, j'aurais pas dû l'appeler la place du NGS, mais simplement la place du séquençage de plein de gènes en même temps dans les hémopathies malignes. Et la première chose à laquelle ça va m'aider, moi, petit biologiste, qui ne voit pas le patient, moi je vois des petits tubes avec de l'ADN dedans, c'est simplement, ça va me permettre de donner une probabilité statistique d'un diagnostic le plus précis possible. Papier de 2013, papier, je pense, de 2022, où simplement, on augmente maintenant nos fréquences, on séquence de plus en plus, on élargit au maximum nos panels, ça ne me coûte toujours pas plus cher, c'est toujours 16 cachetons d'IBRU, et je suis capable de détailler, de caractériser de façon beaucoup plus fine mes hémopathies. Donc j'ai envie de dire, moi, à la rigueur, en tant que biologiste, je suis très content. C'est vrai qu'au niveau clinique, lorsque j'annonce on est muté IRF4, and so what, je n'ai pas de traitement derrière à ce jour, ça ne me sert pas à grand-chose. Et le seul point qui m'a un tout petit peu rassuré dans cette WHO 2022, c'est que sur un tout petit graphe, figure 2, il fallait regarder en haut à droite. Et en haut à droite, on est tous en train de se dire, en fait, ouais, au niveau du lymphoïde, il faut qu'on continue à le faire, parce que ça risque d'être
les recos du futur. Mais on est vraiment sur the future of clinical practice pour tout ce qui est moléculaire. Ici, c'est sur les lymphomes agressifs des LBCL. Aujourd'hui, GC, ABC, ça suffit et de toutes les façons, on les traite de la même manière. Donc, la plus-value, là, tout de suite, de ce NGS est discutable, mais dans le futur, on peut se poser des questions. Et pour ça, je vais revenir en fait sur les travaux de Frédéric Jardin, et qui a quand même été, je pense, d'une aide remarquable pour le séquençage au débit dans ces hémopathies malignes. Parce que oui, bien sûr, on va dire le séquençage des DLBCL, GC, ABC, and so what, on les traite de la même manière. La prise en charge aujourd'hui est quand même à peu près la même. Mais moi, ce que je regarde, ce n'est pas vraiment si c'est du GC ou de l'ABC. Je m'en fiche un petit peu de savoir si c'est 20%, 30% ou 40% dans les GC et 0 dans les ABC. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est est-ce que derrière, au niveau de ce variant biologique que j'observe, je vais être capable, à terme, de pouvoir tester, en 3e, 4e ou 5e ligne, un inhibiteur, celui dont on vous a déjà parlé aujourd'hui, par exemple, les inhibiteurs de ZH2. Et ça, c'est effectivement les travaux de Jardin, 2016, mais malgré tout, 6 ans plus tard, on a toujours du mal à les faire complètement décoller. Et pour ça, les biologistes, ils se sont dit, parce qu'on a tous la même problématique, on a tous cette problématique de dire comment est-ce qu'on est capable de mieux accompagner, vous, les cliniciens, pour la prise en charge des patients. On s'est réunis avec le groupe de biologie moléculaire des hémopathies malignes pour dire est-ce qu'on est capable d'essayer de trouver des panels consensus qu'on va pouvoir réaliser un petit peu partout en France pour qu'on puisse séquencer à peu près la même chose, au moins d'un point de vue diagnostique, je ne parle pas forcément d'un côté recherche, mais du point de vue diagnostique, et pour lequel on pourrait déjà prétendre, déjà annoncer des concepts diagnostiques, des concepts pronostiques et des concepts théranostiques vérifiés, sur lesquels, effectivement, on dit, là, j'ai une vraie plus-value pour votre prise en charge. C'est tout bête, BTK, PLC, gamma 2 ou TP53, si on ne prend que cela. Je tiens à rappeler, aujourd'hui, que je séquence 1 ou 50, ça ne coûte pas plus cher à la communauté ou au prescripteur. Et, toujours sous l'égide du GBM-HM, on s'est posé la question, alors j'ai dû refaire le tableau parce qu'autrement il était vraiment illisible. On a essayé de voir qu'est-ce qui est effectivement utile aujourd'hui, et c'est un consensus sur lequel nous, en tout cas biologistes, on est tombé d'accord, ce qui est déjà pas mal entre nous, et qui, je pense, à terme, passera dans les pratiques et sera proposé de façon nationale au niveau des cliniciens. Bien évidemment, tous ces séquençages au débit, ça va nous aider, que ce soit dans la LLC, dans le lymphome folliculaire, dans les DLBCL, les Manteau, les Waldenström, j'en passe et des meilleurs, à aller diagnostiquer de façon précise les 10% des cas très complexes, borderline, atypiques. Ce qui nous intéresse peut-être ici un tout petit peu plus, ça va être le pronostic, le theranostic et le suivi sous traitement. Et donc effectivement aujourd'hui, dans la LLC, on en a parlé initialement, TP53, IGVH, c'est obligatoire, TP53 avant toute ligne, IGVH avant la première ligne, TP53 avant la première ligne. Et on va pouvoir aussi aller suivre les mutations de TP53 à chaque changement, mais aussi l'apparition de résistance à l'IBRU ou aux autres TKI spécifiques, donc que ce soit des mutations de résistance de BTK ou via PLC gamma 2 ou BCL2. À première vue, dans une optique 2025-2030, on n'a pas d'évolution prévue au niveau de la LLC. Par contre, si on va regarder au niveau du lymphome folliculaire, là, il y a quand même ZH2 qui commence à toquer à la porte pour savoir est-ce qu'effectivement on peut commencer à imaginer mettre des inhibiteurs de ZH2. Idem au niveau des grandes cellules et lymphome du manteau, où à l'heure actuelle on séquence TP53 et CDKN2A, mais ce n'est pas pris en compte, il me semble, peut-être je me trompe, au niveau de la prise en charge thérapeutique. On espère quand même qu'à terme, on va effectivement pouvoir le prendre en compte dès la première ligne sur les profils mutationnels de ces pathologies.
Le dernier point que je voulais voir avec vous, parce qu'au final, ce NGS, c'est une techno. Là, on parle de séquençage de l'ADN, de mutation ponctuelle de l'ADN. Mais ce qui vous a été présenté, entre autres, dans le topo sur le Richter, on avait la possibilité aussi d'aller regarder des niveaux d'expression. C'est ce qui est, entre autres, le cas de la surexpression de la cycline D1. Effectivement, Delphine a dit, dans certains cas, on va pouvoir voir apparaître dans cette protéine, la cycline, des mutations ponctuelles, mais avant tout, c'est des up, des down, régulation de l'expression de ces gènes, et donc des protéines présentes dans la cellule. Et ça, pareil, c'est un JCO de 2022 qui a regardé l'impact Ibrure-Itux en première ligne dans des patients de Manteau, sujets âgés. Et où ils ont effectivement rendu compte que la réponse à ces traitements dépendait aussi de certains niveaux d'expression de transcrits. Donc en plus de ces fameuses mutations ponctuelles, le NGS sur de l'ADN, il y a et il va y avoir, et ça j'en suis persuadé, parce que bizarrement dans le myéloïde, je pense qu'on a 5 ou 6 ans d'avance, on va arriver aussi à faire du RNA-seq dans les hémopathies malignes de type lymphome, parce que là, ce qu'on est en train de commencer à montrer, c'est qu'une surexpression de la cycline, une surexpression de BIRC, de RANC1, d'ANXI2, de RRA, il y en a certains, je ne sais même pas ce que c'est, RRAS2, sont liés à une réponse à l'Ibru en première ligne. Donc pour conclure, NGS, c'est une technique qui permet de séquencer massivement plein de choses et qui effectivement aujourd'hui est accessible d'un point de vue tarifaire. Par contre, ce que moi j'en conclus aujourd'hui, c'est qu'il faut créer des consensus clinico-bio, parce que je pense que dans beaucoup de cas, on est super content, on arrive avec notre liste de 50 gènes et on dit « Waouh, regarde, c'est muté machin ». Très bien, c'est muté machin, tu l'as vu combien de fois, tu m'as fait une étude rétrospective, qu'est-ce que j'en fais? Ça ne m'apporte rien pour la prise en charge. Et donc pour ça, je pense qu'il va falloir continuer à travailler, mais ce coup-ci, pas simplement le GBMHM dans son coin, mais qu'on puisse effectivement faire une sortie des informations de ce groupe de travail vers les cliniciens pour avoir une liste d'intérêts, de gènes d'intérêt communs, de pouvoir ensuite aller se spécialiser plus ou moins dans différentes pathologies au niveau de certains centres, parce que pareil, on peut difficilement être bon tout le temps, partout, de générer du data banking, du database, parce qu'en gros, on est en train de séquencer des terras et des terras de data, et bien évidemment, il va falloir se poser la question du RNA-seq. Et tout ça, comment ça peut se faire? Je pense que ce sera simplement par générer des comptes rendus de biologie médicale à plusieurs niveaux, des niveaux prise en charge patient, des niveaux R&D, des niveaux, tiens, ça c'est la pathologie qui m'intéresse. Et le dernier point, alors je suis désolé, c'est le copier-coller de ce matin qui n'a pas la super bonne réseau, mais ce que je commence à observer, c'est que quelles que soient les pathologies dont on discute au niveau du lymphoïde, en fait, les subsets de gènes impliqués, même si ce n'est pas toujours les mêmes, c'est toujours les grandes fonctions. Et c'est ce que vous a un peu présenté Delphine, c'est qu'effectivement, on va voir la prolif, la résistance à l'apoptose, la différenciation cellulaire, le cycle et l'interaction avec le micro-environnement. Et au final, on est capable de faire avec, je pense aujourd'hui, une centaine de gènes max, un profil à peu près complet de l'ensemble de ces hémopathies malignes. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. J'ai une première question. Tu dis que ça coûte presque plus rien, qu'il faudrait un peu l'élargir, mais en termes de temps biologiste derrière, parce que c'est peut-être pas la même c'est effectivement plusieurs heures d'études par patient, mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on a potentiellement une vraie plus-value dessus. Quand je regarde la cytogénétique, pour un patient,
c'est plusieurs heures de travail technique et c'est plusieurs heures d'interprétation biologique. Donc aujourd'hui, on ne se pose pas la question de me rajouter une sonde fiche. Et on ne se pose pas de question de s'il te plaît, la LA urgente du vendredi soir, il faudrait que lundi matin, on ait la réponse. Alors je suis d'accord qu'en biologie moléculaire, on a un petit désavantage, c'est qu'on a un pré-traitement préanalytique qui est un tout petit peu plus long, et où en gros, on va se prendre 48 à 72 heures pour simplement pouvoir commencer les analyses, que ce sont des analyses qui, effectivement, c'est 2 jours sur un automate et qu'ensuite, on va rajouter 1 à 2 journées d'interprétation bio. Donc, la réponse de l'IDH2 en urgence du vendredi pour le lundi matin, c'est sûr qu'à chaque fois, ça nous fait des sueurs froides. Mais, bizarrement, on y arrive. Je pense que si on arrive à faire des process de standardisation et à savoir que on ne se pose plus la question, est-ce que je fais un Jack2 tout seul et puis ensuite je fais mon CALR et derrière je fais mon MPL, ou dans le cas des hémopathies lymphoïdes, je fais un BRAF parce qu'il y avait peut-être un tricot mais qu'au final j'ai besoin du TP53 rajouté en séquentiel, et qu'on passe directement à une analyse NGS, on devrait bon an mal an être capable d'assumer dans des centres hospitaliers de taille normale cette activité. Et au pire, on embauche un bio. Merci. Merci pour ce topo. Moi, j'avais une question aussi en parallèle avec celle qu'a proposée Charline. C'est sur le timing de la réalisation du NGS. Est-ce que vous pensez qu'il faut le faire au diagnostic ou est-ce qu'il faut le faire quand on a une rechute pour peut-être parler de futurs cibles thérapeutiques? Moi, en tant que biologiste, ce serait tout nouveau prélèvement, bien évidemment. Je pense aujourd'hui, et c'est là où c'est très compliqué de se positionner, c'est que les recos au niveau du lymphoïde, j'ai envie de dire qu'à part dans la LLC, avant la mise sous traitement, il n'y a pas vraiment de besoin. Maintenant, j'ai envie de dire, si moi, je vais voir mon professeur préféré parce qu'un jour, j'ai une hyperlymphocytose et que je n'ai pas mon statut mutationnel IGVH et mon statut mutationnel de TP53 au diagnostic, je risque de faire la tête. Donc ensuite, j'ai envie de dire, ça va quand même dépendre de la personne presque qu'on a en face. Effectivement, à 90 ans, est-ce qu'on a besoin d'avoir directement un avis pronostic si le gars il n'est pas super fit sur son statut mutationnel des IGVH et où on sait que de toutes les façons on ne va pas le traiter? On peut économiser 1 000 €. Je suis d'accord. Merci Laurent pour ce beau topo. Alors, je voudrais quand même te rassurer, on a toujours besoin de toi, hein, quand même. Hein, Mais après, juste aussi un petit peu pour remettre tout ça en perspective, je pense que tu as bien montré que les progrès technologiques sont extrêmement rapides et que dans la dernière décennie, il y a eu un bond technologique majeur qui a permis d'accumuler vraiment beaucoup de données biologiques. Et il faut juste garder à l'esprit qu'à côté de ça, il y a le temps de la recherche clinique. Parce que si on veut que tout débouche sur des stratégies concrètes pour nos patients, on ne peut pas se passer de ce temps de la recherche clinique. Et ce sont clairement 2 temps différents et qui s'éloignent peut-être encore davantage avec le temps. Oui, il y a des hypothèses, il faut ensuite les valider. Il faut 2 choses. Il faut déjà avoir les molécules à proposer, et ça c'est tout le travail de l'industrie pharmaceutique, et Dieu merci ces nouvelles molécules arrivent, mais encore faut-il avoir des nouvelles molécules. Et puis il faut ne pas avoir de désillusion. Le lymphome B diffus à grandes cellules est un bel exemple, hein. Il y a eu ces dernières années tout un tas d'échecs de grandes phases 3 dont on attendait beaucoup. R-CHOP plus ibrutinib, R-CHOP plus venetoclax, R-CHOP plus bortezomib, R-CHOP plus lénalidomide. Tous ces essais n'ont pas montré que, en ajoutant des nouvelles drogues, malgré, et tu l'as montré dans RT3, qu'on connaît de mieux en mieux le profil mutationnel de cette maladie, qu'on n'arrive pas pour autant encore à avoir une traduction clinique. Donc, on a besoin des deux, on a besoin de ces progrès biologiques, indéniablement. Ils permettent de mieux comprendre, de mieux diagnostiquer, c'est important. Et puis sur le plan thérapeutique, il y a le temps de la recherche clinique. Et ça, c'est sûr que c'est peut-être pas les mêmes timelines entre les deux. Mais voilà, on a besoin des deux. Et je crois qu'il faut quand même continuer tout ce qui a été initié.
Je voulais pas faire passer le message que j'arrête. J'ai encore une petite question si on a un peu de temps. Si on compare le NGS dans le myéloïde et dans le lymphoïde, on a dans la présentation précédente, j'avais l'impression que finalement le profil mutationnel dans le lymphome du manteau était très important, avec une instabilité génomique majeure. Est-ce que ça explique qu'on ne trouve pas forcément autant d'éléments clés dans le développement de la pathologie par rapport au secteur myéloïde ? Ça veut dire qu'on a beaucoup plus de gènes qui vont être impliqués avec des fréquences dans les populations beaucoup plus basses. Ça veut dire que dans le lymphome du manteau, cycline D1, hyperexpression de cycline D1 mise à part, c'est 5%, 10%. Donc ça veut dire qu'on va sous-clusteriser de façon forte nos populations. Lymphome rare, clusterisation à 10, 15 ou 20%, ça veut dire très peu d'effectifs, ça veut dire une recherche clinique qui est encore plus difficile, etc. etc. Et que dans l'absolu, la grosse artillerie initiale, qui est sortie effectivement entre 2010 et 2015, ça a surtout été dans le myéloïde, parce que c'était là où on avait de base le plus d'avance au niveau moléculaire. Je rappelle, BRAF dans les trichots, c'est 2011, MYD88, c'est 2012. Donc on est quand même sur des choses récentes, et sur lesquels, effectivement, on est dans cette obligation aujourd'hui d'aller séquencer, de banquer, de data banquer l'ensemble de ces informations, plus, effectivement, des listes de gènes légèrement plus grandes, parce que des fréquences dans les populations plus faibles. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? On est dans les temps, donc on peut y aller. Non? Bon, merci beaucoup.